Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Delta Sport. Nous sommes le vendredi 20 mars 2026. C'est la fin de semaine, bientôt le week-end. Plus que 2 semaines et c'est les vacances, donc normalement tout le monde va bien. Aujourd'hui je suis accompagné de toute l'équipe sauf Mamadou qui ne sera pas là aujourd'hui. Mais je suis quand même avec Ancelin. Salut Ancelin. Salut. Tu vas bien? Très bien. Nickel. Je suis avec Clément aussi. Salut. Tu vas bien Clément? Ça va. Tout le monde va bien, parfait. Sacha? Oui, très bien, et toi? Ben ça va parfaitement, écoute, nickel. Donc toute l'équipe est ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va parler tout d'abord de cyclisme comme d'habitude avec Clément qui va revenir sur les dernières étapes du Paris-Nice, sur le Grand Prix de Denain, je sais pas si je le prononce bien mais c'est ça, voilà. Sur la course de Milan-Turin, donc Milan-Turin. Et ensuite Ancelin va nous parler des dernières étapes du Tirreno Adriatico, sur le retour des roads et le retour sur le Tour de Taïwan. Ensuite on ira en Formule 1 avec Sacha qui va nous parler et débriefer du dernier Grand Prix qui s'est déroulé le week-end dernier en Chine. Il y a beaucoup de choses à dire. En plus c'était un week-end sprint donc il y a pas mal de choses à dire. Et enfin, je finirai donc avec la Ligue 1 et retour sur les derniers matchs du week-end dernier. Mais allez, tout de suite, c'est parti, c'est le cyclisme avec Clément. Donc bonjour, je vais revenir sur les 3 dernières étapes du Paris-Nice. Donc le Colombien Harold Tejada a remporté la 6e étape de Paris-Nice 2026 en solitaire. Donc après avoir contré une attaque du Français Lenny Martinez à 5 km de l'arrivée à Apt, donc il s'impose avec 6 secondes d'avance sur le champion de France Dorian Godon. Le peloton mené par les favoris du classement général est arrivé groupé quelques secondes plus tard, sans bouleverser la hiérarchie. Donc Jonas Vingegaard a conservé son maillot jaune avec une avance de 3 minutes 22 sur Dani Martinez, tandis que les conditions météo annoncées pour le week-end final ont déjà commencé à perturber les stratégies. Donc l'étape suivante vers Oron était menacée de raccourcissement. Donc c'est ce qui a été fait. Donc l'étape 7 faisait plus que 47 km. Ouais, ça j'ai vu, ça avec de la neige, c'est ça vers Nice, ouais, c'est ça. Ouais, à cause de la météo difficile. Donc c'est Georges Theoser qui s'impose en solitaire après une attaque décisive dans la montée finale vers Oron. Donc Jonas Vingegaard, déjà leader au général, a confirmé sa domination en contrôlant ses adversaires et en consolidant son avance. Malgré une chute sans conséquence dans la descente, les favoris comme Dani Martinez et Kevin Vauquelin ont limité les dégâts. Mais Steyhauser a marqué les esprits en remportant cette étape symbolique, souvent décisive pour le classement final. Oui. On voit que là, Vingegaard, il y a déjà quand même les gros qui commencent à arriver un peu sur les... Parce que oui, Paris-Nice, c'est un classique quand même, un bon petit classique en cyclisme. C'est vrai que déjà de voir un peu les gros qui étaient là. Ah, il y avait d'autres gros un peu à part Vingegaard, qu'on connaît vraiment bien, qui étaient présents sur ce Paris-Nice. Bon, il y avait des Français, mais sinon... Ouais, il n'y avait pas grand monde à noter. Ok. Donc après, pour la dernière étape, c'était un tracé autour de Nice avec un final accidenté, incluant la côte du Lingois-d'Or. Donc elle a été remportée au sprint par le jeune Français Lenny Martinez, qui a devancé Jonas Vingegaard après une échappée à 2 dans les derniers kilomètres. Donc Vingegaard, déjà assuré de la victoire finale, a lancé une offensive à 21 km de l'arrivée, mais Martinez a su le suivre puis le battre au sprint, offrant une belle victoire d'étape à la France. Donc le Danois, il a remporté le classement général avec une avance record de 4 minutes 23. Oui, en plus, il n'y a pas beaucoup d'étapes, 4 minutes 23, c'est pas mal. Donc, c'était sur Dani Martinez. Donc il a réussi à remporter cette édition 2026. Donc après, je vais revenir sur la course Milan-Turin. Donc elle a été remportée par le Britannique Tom Pidcock, qui a placé une attaque décisive à 600 mètres du sommet de Superga. Donc cette victoire acquise dans un plateau de grimpeurs et de punchers de haut niveau envoie un message fort à quelques jours de Milan-San Remo. Donc la course, considérée comme la plus ancienne classique du cyclisme, a tenu toutes ses promesses avec un final explosif sur les pentes de Superga. Et ça, c'est Tom Pidcock, c'est un puncher. Il n'avait pas fait aussi du VTT aussi, je crois. Si, bien sûr. C'est un Pidcock, ouais, c'est ça, très bon aussi, je crois, au VTT. C'est ça. Voilà.
Donc maintenant, place au Grand Prix de Denain. Donc Alex Segart, donc âgé de 23 ans, a remporté ce Grand Prix. Après une échappée de plus de 50 km, il a mené seul jusqu'à l'arrivée. Il a donc réussi à résister au retour du peloton et termine ce Grand Prix en 4h21 après 200 km de course. 200 km, il faut quand même. Ouais, faire assez haut, c'est pas trop connu. Moi, j'ai jamais entendu parler de ce Grand Prix de Denain. C'est nouveau ou c'est. Non. je Ça fait partie de la deuxième course, la FDJ United Series. Ah Ok. oui, c'est ça. Tiens, parce que moi, j'ai jamais entendu parler. En plus, vélo, course, souvent, on peut aller des courses, tout ça, mais Grand Prix en plus, Ouais. au vélo, c'est pas ce qui arrive le plus souvent. Donc voilà, j'ai fini. Ok, super. Bon, merci Clément. Du coup, vas-y, Ancelin, à toi. Donc moi, ça sera sur le Tirreno Adriatico. Donc ça va se dérouler donc, du 9 au 17 mars. Donc j'étais revenu sur les 4 premières étapes donc la semaine dernière. Donc la 5e étape, c'est Isaac Del Toro, le Mexicain, qui s'impose sur un final nerveux et se replace au général. 6e étape, le vainqueur, c'est une nouvelle fois Isaac Del Toro qui signe un doublé. Et 7e et dernière étape, c'est le sprinter italien Jonathan Milan. Pire comme semaine pour Isaac Del Toro. Ouais. Il y a pire. Hein. Oui. Et classement général, donc c'est aussi Isaac Del Toro. Ouais, qu'importe. Il y avait aussi le Tour de Rhodes, donc du 13 au 15 mars. Donc la première étape était de 156 km avec une victoire d'Alexander Konichev. La deuxième étape, elle était de 168 km et c'est le local Nikiforos Arvanitou, donc le jeune grec, très à l'aise sur les routes vallonnées de l'île. Il surprend les équipes continentales avec une attaque dans le final. Troisième étape de 147 km, donc le triomphe de Matteo Scalco, donc le grimpeur italien. Une étape plus sélective, un final en montée, et Scalco fait parler de sa fraîcheur pour s'imposer en solitaire. Et le classement général donc, revient à Matteo Scalco, récompensé pour sa régularité et son coup de force sur la dernière étape. Ouais, Scalco, enfin moi perso j'ai déjà entendu parler. Moi, Même toi, voilà, c'est pour ça c'est des fois surprenant. On voit c'est pour ça justement c'est dans ces courses comme ça aussi des nouveaux coureurs peuvent se montrer pour après impressionner les grandes équipes et oui. Il y avait aussi le Tour de Taïwan, donc c'était du 15 au 19 mars. Donc la première étape elle était de 80 km. Donc la victoire revient à Dusan Rajovic. Donc le sprinter lance parfaitement sa semaine avec un sprint massif maîtrisé. C'était une étape courte et nerveuse. La deuxième étape de 123 km, donc succès de Jesse Fox. Donc l'Australien profite d'un final en faux plat montant pour surprendre les purs sprinters. Donc une arrivée très tactique. Troisième étape de 146 km, donc c'est Valentin Grisel qui s'impose. Donc le Français très en vue sur les courses asiatiques règle un petit groupe après une étape plus vallonnée. Une victoire solide qui confirme sa progression. Quatrième étape, donc elle était hier. Donc elle faisait 130 km, donc avec le retour de Rajovic, donc qui signe un deuxième succès aussi. Donc un sprint parfaitement lancé, puissance maximale dans les 150 derniers mètres. Putain, c'est ça, ouais, des courses comme ça où c'est très fatigant avec le vent, etc. Et classement général, donc il revient au Français Mathis Grisel. Voilà. Ouais, super bon, moi un Français qui gagne un classement général dans tout ça. Ouais, super bon, merci beaucoup. Ancelin, s'il te reste autre chose à dire, non, c'est bon, parfait. Et bien on peut passer tout de suite à la Formule 1. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Grand Prix de Chine qui donc s'est déroulé le week-end dernier, comme tu l'as dit, au Shanghai International Circuit. La course a fait 56 tours, donc 2 tours de moins que le Grand Prix dernier. Pour la course sprint, t'en as parlé, j'ai pas du tout regardé. Je sais juste que Russell a fini premier, ça doit être Leclerc en deuxième et Hamilton ensuite. Il me semble que je crois que c'est ça. Je sais plus trop, mais oui. Donc ça devait être une belle course en tout cas, mais j'ai pas regardé. En plus, ça, pour ceux qui savent pas, enfin après tu veux même expliquer si tu veux ce que c'est un week-end sprint par rapport à des week-ends différents comme ça. Oui, pour les gens qui savent pas. La course sprint, c'est une course beaucoup plus courte. Donc là, j'ai pas le nombre de tours, mais je sais qu'elle fait 100 km. Donc elle est beaucoup plus courte qu'une course habituelle et c'est une petite course. Enfin, ça compte pas dans le classement, je crois. Enfin, si, mais il y a beaucoup moins de points. Genre, c'est premier. Enfin, tu vois, dans les courses normales, je crois que le premier est 25 points, jusqu'au 10e qui a 1 point. Ouais. Et là, c'est que le premier il a 8 points et le 8e il a 1 point. Genre, ça fait 8, 7, 6, 5. Enfin, ça descend de 1 ans. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et puis... Ouais, du coup, c'est souvent plus intense parce qu'il y a plein de petits dépassements et comme c'est plus court, tout le monde veut. Parce que ça prend du temps, des fois, juste pour dépasser une seule voiture. Même si là, du coup, il n'y a pas d'arrêt obligatoire du coup, en course sprint. Et puis
Puis oui, puis du coup, comme tu as dit, ça fait un tiers du Grand Prix, je crois que c'est ça, parce qu'un Grand Prix crois normal que c'est c'est ça. 300 et quelques kilomètres, mais là Ouais. c'est que 100, donc ouais, c'est ça. Donc pour le Grand Prix, là cette fois la vraie course, hein, si on peut dire. Pour les qualifs, on n'a pas eu de crash, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, une pression énorme pour les places. Pour dire, ça s'est joué les places sont jouées au millième. Ouais. Qu'on pouvait passer Très de serré. deuxième à 12e en un millième de seconde, quoi. Pour la course, il s'est passé plein de choses. On a déjà, dès le départ, même avant le départ, il y a eu un problème technique sur la voiture de Lando Norris qui n'a pas pu démarrer. Ils ont voulu faire partir Piastri, donc son coéquipier, des stands. Il n'a pas pu partir, comme Albon aussi et d'autres coureurs. Pour la course, du coup, on a eu aussi un départ horrible pour Red Bull qui a fait une course horrible, un début de saison horrible pour eux. Ça fait 2 fois Verstappen qui les lent au Verstappen, départ. apparemment, il était vraiment dégoûté. Ouais, il est dégoûté, même Ouais. si tu sais, ça change un peu du Verstappen quand il était jeune, qui était énervé et tout. Maintenant, il est quand même plus calme, ça sent, mais ça se voit Ouais. qu'il est quand même énervé. Si ça serait élu plus jeune, ça serait Ah oui, non, vraiment... ça aurait été. Ouais. Parce que jeune, il c'était vraiment un mec où personne n'aimait même. Et toujours pour Red Bull, Isaac Hadjar qui a décroché au premier tour. Premier virage, premier tour dans l'escargot. On a eu Mercedes qui a gardé la tête tout le long. Mais il y a eu plein de petites batailles. C'était magnifique à voir tout le début de course, même toute la course en fait. Entre Biermann et Verstappen, des batailles, on s'attend pas vraiment. Il y a eu Gasly et Ocon, les deux anciens coéquipiers d'Alpine. Et Hamilton Leclerc aussi, qui sont dans Ferrari et qui sont bien battus. Tout le monde, ils faisaient des petites batailles. C'était beau à voir en tout cas. Ouais, c'est un peu plus, il n'y a même pas eu de contact et tout, c'est ça, quand c'est beau à voir. En Alors, plus, entre... il a failli y avoir des contacts, mais il y Ouais, en a pas eu. c'était très limite, mais. Ouais. Ocon, il a fait un contact avec. Attends. J'ai perdu le nom. C'est le pilote de chez. C'est le Colapinto. Colapinto, le c'est ça. coéquipier de Gasly. Oui. Il y a eu quelques contacts, mais ça va pas de bac. Il y a eu une safety car déployée ici pour Lance Stroll. Lance Stroll qui est un vieux pilote maintenant, qui a fait un tout droit tout simplement. Et donc il y a une safety car. Ça a permis aux leaders d'aller au stand. La plupart ils y sont allés. Et après, on a eu un abandon de Verstappen parce qu'il était trop lent, il s'est fait rattraper. Et... Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de choses qui s'est passé. Et c'était un très beau Grand Prix. Oui. Même le résumé est beau. Enfin, si vous voulez le regarder, c'est pas mal. Pour le classement, du coup, c'est Antonelli, un jeune pilote de Mercedes qui a fini premier. Ensuite, derrière Russell, et il y avait quand même 7 secondes d'avance, je crois, entre Antonelli et Russell, qui avait pas mal de secondes. Ensuite, Hamilton, Leclerc et Biermann, qu'on n'a pas l'habitude de voir en 5e position, mais voilà. Pour le premier français, c'est Gasly qui a fini en 6e position. Une bonne place en vrai pour Gasly. Ouais, franchement, la saison dernière, c'était pas ça, mais là, c'est bien. Ils sont bien partis, ouais. Classement par écurie, ça n'a pas changé. Même si McLaren n'est pas parti, ils n'ont quand même pas perdu de points comme ils ont gagné quand même à la course sprint. C'est Mercedes, Ferrari, McLaren, Haas et Red Bull. Et Alpine qui a fini en 7e position. Pour le prochain Grand Prix, c'est dans 15 jours. C'est au circuit de Suzuka, le Grand Prix du Japon qui va se dérouler. Et voilà. Ouais, c'est vrai que là, on enchaîne un peu les grands prix entre guillemets où faut se lever tôt pour les regarder en direct. Là, Australie c'était 5h du matin, la Chine c'était 8h. Japon, je sais pas à quelle heure faudra se lever pour regarder les grands prix, mais Je sais pas, ça doit être vers. je crois que c'est 7h. Ouais, je crois que c'était 7h, juste comme ça. C'est... Australie, j'ai pas regardé. Chine, j'ai regardé quand même. Ouais, C'était beau. Hein. Ouais, non, mais c'est super. Mais c'est vrai que avec on peut se dire, hein, il y a des années où on s'est un peu entre guillemets ennuyé à regarder la Formule 1, il n'y avait pas beaucoup de dépassements. Là, sur les 2 premiers Grands Prix, on peut le dire, franchement, il y a eu du beau spectacle entre guillemets, des dépassements et tout. Même si Mercedes est un peu devant, je pense que les autres peuvent revenir même. Je pense que Red Bull vont revenir et tout ça. Ouais. En fait, ce qui fait ça, c'est que, je sais pas si vous avez vu, mais les moteurs de cette année sur les Formule 1, c'est 50% thermique, 50% électrique. Du coup, la FIA, ils ont parié sur les... Ils ont tout mis sur le fait de doubler, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a des dépassements beaux à voir et tout. Il y en a, ils disent c'est du Mario Kart. Verstappen, il dit ça. Ouais. Voilà, parce qu'il a pas un bon moteur fait pour ça, quoi. C'est vrai que pour lui, il a dit. Après, Ouais. c'est vrai que Machin, il avait dit un truc. Moi, pour moi, je le disais de te couper, Sacha. Il avait dit ok, la Formule 1, on fait 50% électrique, 50% thermique. Mais il avait dit que bon, fallait pas quand même que ça devienne un peu la Formule E où là, c'est vraiment que de l'électrique. Ouais. Je le comprends un peu. La Formule 1, faut que ça reste quand même au thermique, même s'il faut penser à l'environnement, etc. Mais il faut pas quand même non plus changer
l'ADN du sport, quoi. Ouais, il y a d'autres pilotes, Mercedes ou As, ils sont très contents. Leur voiture marche bien, donc Oui, c'est forcément, ça, ils vont quand pas tu- s'en plaindre. Hein. C'est exactement. Mais le fait qu'ils aient un boost de puissance électrique, et en fait, il n'y a pas seulement le boost, c'est ça aussi, ça ralentit les autres. Quand ils sont à moins d'une seconde et qu'ils activent le boost, et bah eux, ils ont une puissance de, je crois, 100 chevaux en plus, un truc Ouais. comme ça. Alors que les autres, ils ont moins 100 chevaux, donc C'est ça, exactement. ça fait une différence de fou Ça et peut- il faut bien utiliser. C'est des stratégies nouvelles aussi à utiliser. C'est ça, et puis même avec l'aileron avant, entre guillemets, le DRS maintenant qui s'active, maintenant Ouais. tu peux l'activer quand tu veux, à chaque ligne droite maintenant tu peux l'activer. Ça, Ouais, c'est un mini DRS maintenant. Ouais, c'est ça, exactement. C'est- Non, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de nouveautés. Ouais, c'est pas mal pour cette saison. C'est vraiment pas mal. Donc ça donne beaucoup de nouveautés et beaucoup de surprises qui nous attendent encore jusqu'à cette fin de saison. C'est tout pour toi, Sacha? C'est tout pour moi. Et bah super, on passe tout de suite à la Ligue 1. Donc il y avait une petite journée de Ligue 1 quand même qui s'est déroulée le week-end dernier. Bon, la Ligue 1, en ce moment, il se passe pas grand chose, même si vous allez voir, il y a quand même eu une grosse surprise qui va vraiment affecter beaucoup le classement, le haut du classement notamment, entre ce qui concerne la course pour le titre de Ligue 1 cette année entre le Lens et le Paris Saint-Germain. Donc d'ailleurs, le Paris Saint-Germain, pour entre guillemets anecdote, qui n'a pas joué ce week-end, puisqu'ils avaient, donc Mamadou est pas là, sinon il en aurait parlé, mais il y avait 2 matchs de Ligue des Champions, donc il y avait la semaine dernière et là cette semaine. Et du coup, ils n'ont pas joué le week-end parce que, pour se reposer, et puis en plus, ils jouaient contre le FC Nantes, et le FC Nantes a entre guillemets accepté de remporter le match. Donc il y a eu un match en moins du coup ce week-end, donc il sera rattrapé plus tard, je sais plus quand, mais enfin voilà. Donc pour commencer, on avait le vendredi soir Marseille-Auxerre, donc Marseille qui devait absolument gagner parce que ça allait pas bien sur Marseille. Et on a gagné Marseille 1-0, mais j'ai regardé le match et je vous jure, j'ai failli m'endormir devant. C'était horrible à voir, c'était mais ennuyant. On a gagné heureusement, mais c'est encore un but en plus à toute fin. Enfin bref, au moins on a gagné, on va pas se plaindre, mais bon, être Marseillais en ce moment c'est très dur et franchement, de voir les matchs on s'ennuie un peu. Ensuite, il y avait Lorient-Lens. Et c'est là où je dis qu'il y avait une surprise. Parce que c'est vrai que Lorient était une très bonne équipe en ce moment. Il faisait beaucoup de surprises. C'était 9e en championnat. Sauf que quand même, Lens qui est 2e. Et en cas de victoire, il pouvait passer devant le PSG, comme s'il ne jouait pas ce week-end. Et ben en cas de victoire, il pouvait repasser devant eux. Et non. Grosse surprise, ils ont perdu 2-1 à Lorient. Donc là, ça stoppe un peu Lens dans leur course au titre. Et donc là, ça veut dire que le PSG, quand ils vont rattraper leur match contre Nantes, s'ils gagnent, ils peuvent vraiment mettre une belle avance aux Lensois. Donc à voir. À noter qu'il y aura bientôt un Lens PSG, je sais plus quand, mais ça va être vraiment décisif pour le titre en Ligue 1. Ensuite, Angers-Nice, victoire 2-0 de Nice à Angers. Victoire là aussi, également 2-0 de Monaco face à Brest. 0-0, triste 0-0 entre Strasbourg et le Paris FC. De même, Le Havre, Lyon 0-0. Et là aussi, Lyon, entre guillemets, qui stoppe un peu sa course. Ils étaient sur 13 victoires d'affilée. Ils avaient perdu contre Marseille. Donc là, s'ils avaient stoppé, ils avaient enchaîné les défaites. Et là, ils ont encore perdu. Donc, ils ont fait match nul, entre guillemets, 0-0 contre Le Havre. Alors, en plus, Le Havre joue le maintien, entre guillemets. Donc voilà. Et vous allez voir en plus, Mamadou, entre guillemets, je lui coupe un peu sa partie, mais Lyon en plus, hier soir, a perdu en Ligue Europa. Donc vous savez, c'est la compétition en dessous de la Ligue des Champions. Et ils se sont fait éliminer. Donc là, en ce moment, Lyon, ça ne va plus du tout. Ensuite, là, en revanche, on a eu un très beau match. Victoire 4-3 de Toulouse face à Metz. Bon, Metz, encore une défaite, malheureusement, même s'ils en ont mis. Ils ont mis 3 buts, pardon, ils en ont pris 4. C'est quand même énorme. Donc la Metz, vraiment, faut le dire, il reste 8 journées là. Pour se sauver là et pour éviter de descendre en Ligue 2, ça va être très compliqué. À voir, on ne sait jamais, tout peut se passer dans le football, mais ça risque quand même d'être très dur. Et pour finir, on avait un bon match le soir entre Rennes et Lille. Rennes qui était sur une très bonne dynamique, sauf que c'est Lille qui l'a emporté 2-1, donc très beau match de la part des Lillois. Donc ce soir, on a Lens contre Angers, donc Lens qui va devoir se relancer ce soir face à des Angevins, qui sont pas très bien en ce moment. Ensuite, on a le PSG Nice, notamment samedi soir. On a un beau Lyon-Monaco aussi dimanche après-midi, en même temps qu'un Marseille-Lille. Donc là, 2 gros matchs dimanche après-midi. Donc voilà. Donc en termes de classement, comme j'ai dit, c'est très serré en haut du championnat puisque Paris est premier avec 57 points. Et donc un point d'avance sur Lens 56, sauf que comme je vous l'ai dit, Paris a un match de retard. Donc ça vraiment, ça veut tout dire puisque c'est-à-dire que si Paris va gagner sur match de retard, ils auront 4 points d'avance. Il ne reste plus beaucoup de matchs. Donc là, c'est pour ça que je l'ai dit, Lens, absolument, il va falloir absolument gagner ce soir. Ensuite, on a Marseille 3e avec 49 points. Lyon, comme j'ai dit, 4e 47. Ensuite, on retrouve Lille, Monaco, Rennes, etc. Et comme j'ai dit, Lorient qui sont très bien en ce moment, ils sont 9e. Et pour finir en bas du classement, on a 16e Auxerre. Donc pour l'instant, comme je l'ai dit, qui sont barragistes, donc qui joueront contre le 3e de Ligue 2. Donc ils sont donc 16e avec 19 points. Et pour l'instant, les 2 clubs qui vont être relégués en Ligue 2, comme j'ai dit, c'est Nantes avec 17 points. Il va falloir se relever pour la part des Nantais, un club historique en France. Et dernier, comme j'ai dit, vraiment ça sent très mauvais. Metz qui tout simplement, je vais dire une petite stat, mais sur 26 matchs joués, c'est 19 défaites, pour vous dire.
26 oui, matchs ça- joués, 19 Ça défaites, fait mal. 4 matchs nuls et seulement 3 victoires. C'est très très compliqué pour les Messins et ça sent vraiment, voire même presque impossible à part d'un miracle qui peut les sauver. Donc voilà, donc c'est tout pour la Ligue 1. Donc Mamadou, lui la semaine prochaine, lui reviendra sur la Ligue des Champions et la Liga. Nous on reviendra sur la Ligue 1. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. Sacha, je sais pas de quoi tu parleras vu qu'il n'y a pas de Formule 1 ce week-end. Et bah, je sais pas si je vais faire une émission parce que je sais pas trop de quoi je vais parler, mais on verra. On verra bien. En tout cas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Personne n'a rien à ajouter. C'est bon. C'est bon, parfait. Ben, passez tous un très bon week-end et on se retrouve vendredi prochain. Salut! C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.